Voilà, bonjour à tous et merci d'être présents à ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler du cloud computing. Alors, le cloud computing, c'est une nouvelle technologie. Beaucoup en entendent parler, beaucoup essayent donc de s'y mettre, mais en réalité, c'est une transition de technologie. Souvenez-vous, pour certains, nous sommes passés du fixe au cellulaire. Au moment où cette transition se passait, il y avait des hésitations en ce sens qu'on se disait que la couverture du réseau n'était pas bonne. Ben écoutez, 10 ans, 20 ans après, regardez aujourd'hui ce que le cellulaire a créé. Donc, vous avez une transition technologique qui s'est effectuée et pendant cette transition, il y avait des appréhensions, il y avait des hésitations et bon, du coup, finalement, la transition s'est faite. Aujourd'hui, vous avez le téléphone cellulaire qui vous donne de la mobilité. Vous avez le téléphone fixe qui est devenu ce qu'on appelle un téléphone IP, à la différence donc des téléphones de l'ancienne technologie filaire. Et donc, voici un peu ce que donne l'évolution technologique. Alors, sur ce, vous avez des enjeux. Alors, il va falloir décider, il faut s'y mettre maintenant, attendre que les autres avancent, ou bien participer d'entrée de jeu. Donc, voici un peu ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je m'introduis, Eric Koulibaly. Je suis expert en transformation digitale. De mon expérience aux États-Unis, 25 ans donc passés aux États-Unis. Alors, sur ce, nous allons donc démarrer ce webinaire. Alors, nous allons couvrir 4 points. Le premier point, c'est la description de ce qu'est le cloud et les types de cloud. Nous allons voir un peu les enjeux et les avantages du cloud. Et puis, nous allons passer à une démonstration. Et enfin, nous allons passer donc aux questions-réponses. En ce qui concerne les questions et les réponses, si vous en avez, vous pouvez regarder à gauche. En haut, vous avez l'icône qui vous permet donc de poser vos questions. Au fur et à mesure du webinaire, n'attendez pas quand vos questions arrivent ou vous y pensez. Allez-y, tapez vos questions. Au moment où nous arrivons donc aux questions-réponses, nous allons donc essayer de répondre à chacune des questions que vous avez posées. Alors, Kimzo Digital, c'est réellement la transformation digitale dans le cloud. Nous avons réellement 4 scénarios que nous mettons en avant. Nous avons la digital business qui vous permet donc d'améliorer vos performances grâce au digital. Nous avons la digital technologie qui vous permet de transformer votre SI grâce à la technologie cloud. La digital intelligence qui vous permet de tirer parti des données grâce à la big data analytique et puis l'intelligence artificielle. Et finalement, la digital academy qui vous permet donc de monter en compétences grâce au digital afin de développer votre expertise. Alors, c'est quoi le cloud? Très bonne question. Et c'est pour ça qu'on est là. J'espère qu'à la fin de ce webinaire, j'aurai éclairci vos questions et vos préoccupations, en ce sens que après donc ce webinaire, je pense que vous serez apte à savoir réellement ce qu'est le cloud et comment vous y mettre réellement. Et bon, après, nous sommes là pour vous aider si vous avez des questions. Alors, le cloud computing, réellement, si vous regardez aujourd'hui, vous avez toute votre infrastructure, tous vos ordinateurs, vos serveurs, physiquement basés dans vos locaux. Vous avez peut-être des sites Internet qui sont hébergés par des fournisseurs d'hébergement. Okay. Ce que le cloud vous permet de faire réellement, c'est de dématérialiser toute l'infrastructure. Donc, si vous regardez ici, vous avez au niveau donc, du cloud, vous avez vos serveurs, vos ordinateurs. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec des serveurs, ce sont de gros ordinateurs en fait
mais c'est la même chose plus ou moins que vos ordinateurs que vous avez sur votre bureau. Vous avez donc les systèmes opérationnels qui peuvent être virtualisés, on viendra à ce terme tout à l'heure, les applications, et vous avez tout ce qui est de la data, donc le stockage et puis des bases de données. Alors, ce qu'on fait réellement au niveau du cloud, c'est que nous prenons les ressources informatiques que vous avez physiquement dans vos locaux, nous les rendons disponibles chez un fournisseur cloud et vous accédez à cette infrastructure ou à ces ressources informatiques par l'Internet, d'où l'analogie du cloud. Et en réalité, à l'usage donc de ces applications et de ces ressources, vous ne payez que ce que vous consommez. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, quand vous regardez le cellulaire, vous consommez à la minute. C'est tellement évident parce qu'on le fait tous les jours. Mais quand je vous dis consommer de l'informatique à la minute, bon, peut-être certaines personnes vont se gratter la tête, se demander, mais comment est-ce possible? Ben oui, je vous parle donc de consommer des ressources informatiques à la minute, à l'heure, au mois, à l'année, sur la durée. Donc, vous ne payez que ce que vous consommez. Au final, vous avez besoin d'une connexion Internet, c'est ce qui est illustré ici, que ce soit par vos routeurs, par vos switches, ou peut-être une infrastructure LAN ou une infrastructure WAN, Wide Area Network ou LAN, Local Area Network, sont en fait des termes en fait techniques pour signifier que vous êtes connecté par des réseaux internes, mais de manière ultime, vous avez un besoin de vous connecter à l'Internet. Donc, voici un peu le principe du cloud et dans son contexte, un peu de quoi il s'agit. Alors, j'aime souvent prendre des analogies pour simplifier. Vous remarquerez qu'au début de la formation, j'ai parlé du cellulaire pour montrer un peu l'évolution technologique qui s'est passée du point de vue cellulaire, du point de vue téléphonie. Aujourd'hui, vous regardez Côte d'Ivoire Télécom qui a été absorbé par Orange. Ben écoutez, quand vous n'êtes pas à jour technologiquement, quand vous n'évoluez pas technologiquement, ben, il y a des conséquences derrière. Donc, vous pouvez décider de réfléchir, d'y penser, mais vous avez des enjeux qui sont en face de vous auxquels il va falloir faire face. Alors, l'analogie que je prends, c'est la CIE. Vous connaissez la production de l'énergie électrique. Sans rentrer dans les détails techniques, on produit de l'énergie électrique, la CIE se charge de cela. Au final, l'énergie est transportée et dans vos maisons, dans votre entreprise, dans votre industrie, vous utilisez donc le courant. Sans vous soucier de comment c'est produit, sans vous soucier d'acheter de gros groupes électrogènes, bien que, on va dire que la CIE a quelques défaillances et souvent nous avons besoin de groupes électrogènes pour faire ce qu'on appelle créer une redondante, c'est-à-dire une connexion, une source de courant redondante. Donc, du coup, quand vous observez ce que ça vous apporte, vous avez l'énergie électrique qui est disponible à la CIE, c'est accessible par les lignes de transport, donc le réseau électrique, et vous ne payez que ce que vous consommez à la consommation. Voilà. Vous avez certaines entreprises qui consomment énormément d'énergie électrique, qui décident d'eux-mêmes d'avoir leur, comment on va dire, centrale thermique, par exemple, pour pouvoir produire leur propre électricité. Aujourd'hui, certains foyers ou certaines entreprises décident de mettre des panneaux solaires pour créer leur énergie électrique. Alors, pourquoi je vous explique ça? Parce qu'en réalité, c'est tout à fait normal dans l'esprit de tout un chacun de consommer de l'énergie électrique en se branchant sur le courant sans pour autant produire l'électricité. Mais parce que c'est ce qu'on a l'habitude de voir, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Regardez le cas inverse. Vous rentrez dans l'informatique, on vous dit, ben écoutez, maintenant vous allez vous appuyer sur quelqu'un qui vous fournit ça et bon, ben, vous vous connectez et vous gérez. Ah, on dit non, là, attention, on ne peut pas le faire. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle des habitudes. Quand vous avez des habitudes, c'est difficile de changer, mais dans la durée, vous allez vous rendre compte que petit à petit, avec un peu plus de connaissances, avec un peu plus d'expérience,
vous allez faire ce pas-là. C'est une transition, certains le font rapidement, d'autres le font plus lentement. Alors, la technologie, en fait, est basée sur quoi? On ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but de cette formation, pour vous expliquer un peu comment ça se passe en dessous, mais en réalité, de manière superficielle, vous avez votre ordinateur, vos serveurs aujourd'hui, qui a le hard ou le hardware, qui a le système opérationnel et qui a les applications. La simplicité, prenez votre ordinateur aujourd'hui, si c'est un ordinateur Windows, vous avez eu à acheter l'ordinateur, installer un système opérationnel, ou peut-être qu'il était déjà installé, qu'on appelle Windows, et au-dessus, vous avez installé des applications, telles que par exemple Office, ou bien Word, ou bien Excel, ou bien Sage, mais vous l'avez installé sur l'ordinateur. Et votre ordinateur, c'est votre ordinateur. C'est la même chose pour le serveur. C'est votre serveur. Il n'est pas partagé, il n'est pas ségrégué, ni rien, ni l'autre. Vous rentrez dans l'architecture dématérialisée, vous avez ce qu'on appelle la virtualisation. Alors, c'est un terme technique. Entre nous, en terre à terre, vous allez parler de dématérialisation. Réellement, ce qui se passe, c'est que nous gardons le même hardware, voilà, qui est en dessous. Nous venons avec un logiciel ou ce qu'on appelle un middleware qui va se charger de découper, si vous voulez, le système en portions ou en partitions afin que vous ayez plusieurs systèmes opérationnels. Donc, vous avez plusieurs Windows et plusieurs applications. Vous avez certaines applications qui peuvent être en mode ce qu'on appelle multi-tenant. Alors, on va rentrer dans ces détails un peu plus tard. Mais pour vous dire quoi, chaque petite boîte que vous voyez là est comme si c'était un ordinateur en tant que tel, qui travaille séparément en termes de données, en termes d'installation d'applications, en termes de système opérationnel. Alors, je peux en mettre autant que je veux dans les limites de capacité du système que j'ai en dessous. OK? Alors, imaginez-vous si vous pouvez faire accroître ces instances, comme nous les appelons, instantanément, ce qui veut dire que je peux faire évoluer le système graduellement sans pour autant aller à acheter des ordinateurs ou des serveurs physiques qui prennent du temps à acheter, installer, paramétrer, ainsi de suite. Donc, du coup, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas besoin d'installer ni de maintenir des data centers ou des serveurs physiques. Je répète, rien de physique, tout est dématérialisé. Deuxièmement, vous ne payez que pour l'usage virtuel des logiciels, des serveurs, des bases de données selon vos besoins. Alors, ça vous permet de faire un contrôle de vos coûts. Au lieu d'investir dans de gros serveurs que vous utilisez peut-être à 10% ou 5%, votre coût est énorme au départ, vous ne payez que ce que vous utilisez dans l'évolution de vos besoins. Alors, de manière globale, si vous regardez côté gauche, c'est ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez votre ordinateur, votre serveur, avec différents éléments qui constituent donc ce serveur-là. Ensuite, côté droit, et ça c'est géré par vous, hein, tout est géré par vous ici. Côté droit, vous avez l'autre extrême où tout est géré par un fournisseur. Vous ne gérez rien, vous n'utilisez que ce dont vous avez besoin. Ça veut dire quoi? Dans ce cadre-là, vous avez l'application, vous vous connectez et puis c'est parti. Pas besoin d'installer quoi que ce soit, pas besoin de maintenir quoi que ce soit, pas besoin de faire des mises à jour à ne pas en finir, pas besoin de s'inquiéter de l'aspect sécuritaire. Tout est géré de A à Z pour vous. Alors du coup, vous avez ce qu'on appelle des éléments intermédiaires qui sont définis en fait par l'infrastructure. Vous pouvez décider, écoutez, je veux que vous gérez mon infrastructure, c'est-à-dire en fait tout ce qui est du hard, le serveur, les équipements, mais j'aimerais gérer le reste. Dans ces conditions, moi-même, je vais gérer l'installation, la mise en place des logiciels, la mise en place du système opérationnel et vous gérez tout ce qui est du hard, c'est ce qu'on appelle les équipements informatiques. C'est un choix que vous pouvez faire. Il
il y a des avantages et inconvénients dans cette option. Vous pouvez aller plus loin et décider que le fournisseur cloud s'occupe d'un peu plus. Il vous donne une plateforme de développement qui vous permet donc de développer vos logiciels, de développer vos applications sans vous soucier de quoi que ce soit en dessous. Donc, réellement, vous ne faites que du développement sur la plateforme. La plateforme vous facilite donc et vous facilite la tâche dans le développement et vous fait gagner en rapidité, en agilité et en flexibilité pour le développement de votre application. Du coup, voici un peu ce dont vous vous occupez. Donc, vous voyez que dans le cloud, vous avez trois types, je dirais, parce que ce type qui est à gauche, qui est le type on-prem ou on-premise, qui est un terme anglais pour dire ce sont des serveurs physiques, vous gérez ça de A à Z. C'est ce que vous faites aujourd'hui. OK? Alors, aujourd'hui, le cellulaire, le téléphone, la CIE, vous ne gérez pas tous ces éléments-là. Mais vous avez des options pour décider jusqu'à quel niveau vous voulez gérer. Certains décident d'évoluer en donnant l'infrastructure à gérer et vous gérez tout ce qui est des applications et du OS. D'autres décident d'aller plus loin. Et vous allez voir tout à l'heure, on passe donc à l'élément suivant. Voici un peu la même idée qui est présentée différemment. En dessous, vous avez toute l'infrastructure, donc c'est le hard. Au milieu, vous avez tout ce qui est de la plateforme qui vous permet de faire des développements. Et au-dessus, vous avez tout ce qui est fourni en termes d'applications ou de logiciels bon à l'usage. Ça veut dire quoi? Si vous êtes dans un contexte business, vous êtes un comptable, vous êtes un commercial, vous êtes un responsable ressources humaines, vous êtes un DG, vous ne cherchez pas à vous soucier de toute l'informatique. Vous cherchez à utiliser le logiciel parce qu'il vous apporte une valeur ajoutée. C'est l'avantage que vous avez avec les applications cloud. Quel exemple de ces applications cloud? Aujourd'hui, si vous utilisez Gmail, pour certains, aucune installation pour Gmail, aucun système serveur à mettre en place. Vous vous connectez sur Gmail et c'est parti. Alors, pour certains, vous ne réalisez pas que Gmail est une application dans le cloud que nous appelons une application SaaS, Software as a Service, parce qu'en réalité, beaucoup l'utilisent de manière gratuite, mais vous avez le modèle payant où vous payez à l'usage, vous payez par utilisateur, vous payez en fonction des fonctionnalités que vous voulez. Vous avez Office, Microsoft Office que vous utilisez aujourd'hui. Deux versions existent. Vous avez la version cloud, vous avez la version bureau. Pour ceux qui sont dans le webinaire, certains se connaissent, ils savent qu'ils utilisent la version bureau. D'autres utilisent la version qu'on appelle Office 365, qui a été renommée récemment Microsoft 365, qui est dématérialisée totalement. Aucune installation, quoi que ce soit, à moins qu'avec Microsoft, ils vous font avoir la version bureau en même temps que la version la version cloud. Vous avez également ce qu'on appelle Google Workspace, qui était tantôt Google G Suite, qui vous donne toute une panoplie d'applications qui sont totalement dématérialisées et donc dans le cloud. Du coup, vous avez plein d'applications que vous utilisez sans vous rendre compte que vous avez fait le pas dans le cloud déjà, sans le savoir. Aujourd'hui, vous êtes utilisé peut-être Sage comme application de gestion comptable. Ben, vous avez la version Sage dans le cloud également. Voilà. Certains utilisent Zoom. Avec la pandémie, Zoom s'est très développé. Ça vous permet de faire des webinaires ou des réunions à distance. Mais Zoom, comment vous vous connectez à Zoom? Vous n'installez rien. Vous ne vous inquiétez pas des serveurs. Vous vous connectez et c'est parti. Une connexion Internet et le tout est joué. Regardez un peu la vitesse à laquelle Zoom a répondu à la situation de la pandémie. Supposez que votre équipe informatique devait mettre ça en place. Combien de temps ça allait prendre? Combien ça allait coûter? Je ne pense pas que vous allez vous en sortir. Peut-être certains l'ont fait parce qu'ils ont une grosse équipe informatique, mais je vous dis, même les plus grosses entreprises utilisent Zoom, utilisent Google Meet, utilisent Office, comment ça s'appelle, Teams, voilà, Microsoft Teams, et ainsi de suite, Webex, et ainsi de suite. Donc, vous passez maintenant à l'étape suivante. Vous êtes donc dans le scénario des plateformes. Donc, au niveau de la plateforme,
vous avez plusieurs éléments qui vous permettent donc de gérer ce qu'on appelle la data. Ça permet donc de gérer le traitement des données. Vous n'avez pas entendu parler peut-être de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas le sujet de ce cours-là, de cette formation, mais en réalité, vous pouvez également faire ce qu'on appelle du développement de la plateforme en termes de data et de data analytique. Et finalement, vous passez donc dans le cadre de l'infrastructure où vous pouvez donc développer des serveurs en 1 seconde, en 5 minutes. C'est à vous de décider. Au lieu de vous dire que vous allez acheter, attendre que le fournisseur vous donne le serveur, que vous l'installiez et que vous le démarriez. Ces serveurs sont lancés en moins de 10 secondes. Vous avez un serveur qui est opérationnel. Alors, vous avez différents types d'infrastructures ou d'architecture cloud. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a ce qu'on appelle des clouds privés. Vous avez des clouds publics. Vous avez ce qu'on appelle le cloud hybride. Et vous avez le cloud qu'on appelle multi-cloud. C'est une question de stratégie ou d'approche. OK? Avec le cloud public, vos ressources informatiques sont mutualisées, multitenants, comme des appartements. Donc, quand vous prenez un appartement, vous avez différents locaux. Et donc, là où vous habitez, c'est dans un grand bâtiment, mais le bâtiment est partagé. Ensuite, vous avez des ressources informatiques dédiées. Quand vous prenez le cas du cloud privé. Et maintenant, au niveau du hybride, c'est quand vous faites ce qu'on appelle vous jumelez les avantages du cloud privé et le cloud public. Alors, le cloud privé vous coûte plus cher, évidemment. Vous avez une infrastructure dédiée, mais vous vous rendez compte que vous vous connectez à cette infrastructure-là par l'Internet. C'est toujours le même principe, seulement ces ressources-là sont totalement dédiées à vous et rien qu'à vous. Ça coûte beaucoup plus cher, c'est plus long à mettre en place. Maintenant, c'est une question de confidentialité de données qui va vous permettre de passer soit au cadre cloud privé ou public. Et ce que je veux dire par là, vous prenez les banques, les régulateurs leur imposent par exemple un contexte qui leur demande d'avoir certaines données qui soient positionnées d'une certaine manière et donc qui n'autorisent pas des clouds publics. Donc, c'est un choix à faire au niveau donc des régulateurs par rapport à ce que vous voulez faire. Multi-cloud, dans certains cas, des entreprises sont dans un cloud, un fournisseur cloud, mais décident d'avoir un autre pour éviter de se retrouver, si vous voulez, avec un seul fournisseur. Ça leur permet de réduire leur risque en fait de dépendance à un seul fournisseur. Donc, vous avez ce qu'on appelle le multi-cloud, où vous mettez certaines de vos ressources dans un fournisseur, chez un fournisseur, et d'autres chez un autre fournisseur. Alors, quels sont les grands géants du cloud computing? Qui sont-ils? Vous avez Amazon qui est le leader. C'est eux qui ont pratiquement créé le cloud. Quand je dis créer, ce n'est pas inventé, c'est la commercialisation donc, du cloud. Et vous avez ce qu'on appelle Amazon Web Services. Voilà. Et ce n'est pas très utilisé ici en Côte d'Ivoire, mais mondialement, ils sont numéro 1. Ensuite, vous avez Microsoft Azure et vous avez Google Cloud. Donc, ces deux-là sont plus ou moins à parité, mais le leader, c'est AWS d'Amazon. Alors, quelles sont les sociétés ici en Côte d'Ivoire qui utilisent ces géants-là? Vous avez Unilever qui est avec Amazon, vous avez AXA qui est avec Microsoft, vous avez Carrefour qui est avec Google. Juste pour vous donner une idée. Après, vous avez des fournisseurs de cloud privés, mais en général, les fournisseurs de cloud privés sont beaucoup plus petits en termes donc de volume business de cloud. Donc, voici les 3 géants du cloud public. Alors, les avantages des applications cloud. Vous avez 5 raisons pour utiliser les applications cloud. Dans un premier temps, c'est la réduction des coûts. Alors, vos coûts en temps normal, quand vous êtes dans l'informatique, ce sont des coûts qu'on appelle CAPEX. CAPEX, terme anglais, Capital Expenditure, ou ce qu'on appelle des coûts d'immobilisation. Ça veut dire quoi? Vous faites de gros investissements au départ et vous amortissez ces investissements sur la durée. C'est ce que vous faites aujourd'hui.
L'avantage du cloud, vous réduisez ces coûts-là. Vous vous retrouvez à convertir ces coûts en coûts d'exploitation, en anglais qu'on appelle OPEX, Operational Cost ou Operation Cost, voilà, ou Operation Expenditure ou Expense, Operational Expense. Vous vous retrouvez donc avec des coûts d'exploitation que vous payez sur la durée. Du coup, vous avez une plus grande flexibilité en termes de coûts, mais vous réduisez également vos coûts parce que vous ne payez qu'en fonction de la croissance de vos besoins, de la croissance de votre entreprise, et donc vous avez ce qu'on appelle cette flexibilité au niveau du contrôle de vos coûts. Deuxième aspect, en termes de raison d'utiliser donc des applications cloud, c'est la mobilité. Accessible partout de tout appareil. Aujourd'hui, si vous utilisez Gmail comme exemple, vous êtes sur Gmail, sur votre smartphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur, à tout moment, partout où vous êtes. C'est l'avantage que vous avez du cloud au niveau donc de la mobilité. Flexibilité et agilité. Ben, écoutez, vous parlez de flexibilité et d'agilité, la pandémie est arrivée. Une entreprise qui était dans le cloud n'a aucun souci. C'est ce que je vous dis. Aucun alors. Vous prenez l'exemple de Zoom, bon, parce que c'est un exemple qui a permis donc de continuer les activités pour certains. Vous prenez d'autres entreprises telles que je vous ai montré, Microsoft, Google, Amazon, ils s'en sortent très bien. La pandémie les a aidés. Actuellement, ils aimeraient que la pandémie continue. Je ne le souhaite pas, je ne dis pas ça, c'est pour rigoler réellement. Mais pour dire quoi en fait? Pour dire que ça a changé les habitudes des gens, des entreprises. Et donc, du coup, même après la pandémie, certains vous disent, mais après la pandémie, on va retourner à ce qu'on a l'habitude de faire, pas réellement. Si vous le faites, vous perdez en flexibilité, vous perdez en agilité, vous perdez en compétitivité et vous allez vous retrouver en arrière. C'est une question de temps. Sur le champ, là, vous vous dites, écoutez, le changement, c'est trop compliqué, je préfère faire ce que j'ai l'habitude de faire. Pas de souci. Donnez-vous 1 an, 2 ans, vous allez être en arrière, vous allez être dépassé. Donc, ça vous permet d'accroître vos capacités selon vos besoins. Côté maintenance, zéro. Aucune maintenance à faire. Les mises à jour sont automatiques et instantanées. Transparentes. Vous ne voyez rien, tout se passe de manière transparente, que ce soit des mises à jour de sécurité, de fonctionnalités, ainsi de suite. Vous n'êtes qu'un utilisateur, vous utilisez donc l'application cloud. Au final, cela vous permet d'intégrer ou de mettre en place la solution très rapidement. Combien de temps ça vous a pris pour mettre Gmail en route? Si vous vous souvenez, parce que pour certains, ça y a longtemps que vous êtes connecté à Gmail. Pour d'autres, combien de temps ça a mis pour démarrer Office 365? Faites la comparaison à si vous devez installer des serveurs, c'est ce qu'on appelle les serveurs email, installer des applications, tester et vous assurer que ces applications sont en mesure de supporter la progression de la demande. Aujourd'hui, vous avez des cas où des entreprises ou même le gouvernement qui met des applications en place. Quand la demande monte, le système a des défaillances. Parce que le système n'est pas en mesure de s'adapter automatiquement selon la demande. C'est l'avantage que vous avez avec le cloud. Vous pouvez, de manière élastique, faire évoluer vos besoins. Et quand je dis élastique, pensez à l'eau du robinet. Quand vous ouvrez l'eau du robinet, là, vous avez besoin d'un peu pour remplir un petit verre. Vous avez besoin de beaucoup pour remplir un gros seau. Mais vous tournez le truc, comment vous appelez le robinet, et puis vous avez de l'eau d'un grand coup, c'est tout. Mais donc, c'est le même principe au niveau du cloud. C'est difficile à concevoir ou à penser, mais réellement, l'évolution se fait de manière élastique. Une fois que c'est mis en place, évidemment, c'est pour ça que ces fournisseurs cloud ont déjà mis toutes ces technologies en place. Vous ne faites que les utiliser avec l'environnement qui est mis à votre disposition. Alors, côté infrastructure, c'est un peu le même principe. Hein. Flexibilité, simplicité d'automatiser votre déploiement. Effectivement, il y a un environnement qui vous permet donc de programmer tous ces éléments-là de manière à ce que vous n'ayez pas à faire d'intervention manuelle. Vous pouvez automatiser donc tout l'aspect de mise en place. Les ressources informatiques sont allouées instantanément et consommées par minute. Oui, par minute.
Ben, écoutez, vous n'allez pas faire tourner un serveur 1 minute et l'éteindre. Ce n'est pas comme quand j'appelle par le cellulaire. Mais si vous le décidez, vous voulez faire un gros test. Vous avez des milliards et des milliards de terras de data que vous voulez analyser. Mais écoutez, vous déployez un serveur instantanément avec les capacités que vous voulez. Vous voulez combien? 200 corps ou 200 cœurs? Vous avez 200 cœurs. Vous faites vos tests, vous avez fini. Vous tuez le serveur. L'affaire est finie, vous avez fini de gérer. Vous ne payez que ce que vous avez consommé et vous évoluez. Si vous voulez un serveur sur la durée, parce que c'est un serveur de base de données qui est utilisé continuellement, pas de souci. Vous faites tourner votre serveur sans vous arrêter. Et évidemment, vous payez sur la durée mensuelle, annuelle, en fonction de l'usage. Mobilité et accessibilité, on en a déjà parlé. Réduction des coûts, on en a déjà parlé. Et finalement, vous avez donc une évolution de vos besoins et une sécurisation. Alors, l'aspect sécurité prête à confusion. Je m'explique. On a tendance à penser que parce que c'est dans le cloud, c'est moins sécurisé. On a tendance à penser parce que c'est dans le cloud, c'est moins disponible et accessible. Écoutez, vous avez l'aspect sécuritaire à côté de vous. Vous avez l'argent sous votre matelas. On a tendance à te dire que c'est plus sécurisé. Vous avez des entreprises qui sont dédiées à ce travail-là, c'est-à-dire que leur fonction dans leur business, c'est d'avoir des solutions cloud, s'assurer que ces solutions sont disponibles. Pour la plupart, c'est à 99,99% de disponibilité. Je lance un défi à tout informaticien, à tout DSI, de me donner une disponibilité de leur système. D'abord, il faut qu'ils suivent cette disponibilité-là, à ce niveau de disponibilité-là. Si vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, c'est tant mieux. Hein. Mais très souvent, on se dit quand c'est à côté de nous, on a contrôle. Mais si vous regardez le temps que ça prend pour remettre en place quand un serveur est en panne, vous regardez le nombre de pannes que vous avez, vous regardez le nombre de temps que ça vous prend pour remettre le serveur en route, je ne pense pas que vous allez atteindre 99,99% de disponibilité. Au final, ici c'est un peu chargé, mais les enjeux du cloud pour les DSI, il s'agit de réaliser, un peu comme j'ai parlé du cellulaire, l'évolution du cellulaire par rapport au fixe. Vous avez ce qu'on appelle la vitesse de réactivité. La pandémie est arrivée. Si vous étiez dans le cloud, c'est un enjeu qui aurait permis à votre entreprise de s'adapter beaucoup plus rapidement. La pandémie n'est qu'un élément. Vous avez un concurrent qui vient sur le marché, il est en mesure de réagir plus rapidement parce que tous les nouveaux concurrents qui viennent en général se mettent dans le cloud parce qu'ils n'ont pas l'ancienne infrastructure qui existe. Donc, c'est plus facile pour eux de concurrencer les grosses entreprises directement en se lançant dans le cloud. Donc, il y a l'agilité, il y a la réduction de vos coûts. Si vous parlez à votre DG, il va vous dire, écoutez, vos coûts informatiques sont exorbitants. Au final, qu'est-ce que ça me rapporte? Quelle est la valeur ajoutée que j'ai? Donc, ce sont ça les enjeux, en fait, au niveau du cloud. Alors, quels sont les freins à l'adoption du cloud? Vous avez 4 freins qui sont dans le contexte africain, contexte Côte d'Ivoire. On vous parle de la fiabilité de la connexion Internet. Alors, vous avez effectivement ici en Côte d'Ivoire 4 à 5 fournisseurs, Orange, MTN, Move, VipNet, et puis il y a un autre que j'oublie là, voilà. Donc, c'est un des freins parce que dans la tête, dans l'esprit des gens, si ma connexion n'est pas fiable, je ne peux pas accéder à mes données, je ne peux pas travailler. Deuxième aspect, c'est le risque de migration des systèmes d'information vers le cloud. On est hésitant, on n'ose pas, on se dit c'est trop risqué parce qu'on ne maîtrise pas. Troisième aspect, c'est le manque de compétences. C'est lié en fait à l'aspect précédent. Le manque de compétences fait que, bon, on n'est pas confiant. Donc, on n'ose pas. Pourquoi prendre tant de risques quand nous avons quelque chose que nous maîtrisons? Je vous dis jusqu'à ce que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas d'autre choix. Et quand vous n'avez pas d'autre choix, vous êtes sous pression. Et quand vous êtes sous pression, il est déjà trop tard. La réactivité que vous allez mettre en place, celui qui a déjà fait ce pas-là, est en avance sur vous. Et en dernier, il y a ce qu'on appelle l'aspect sécurité et confidentialité des données.
Voici un peu d'une manière générale les 4 freins à l'adoption du cloud. Certainement que vous pensez à d'autres, mais d'une manière générale, dans ce contexte-là, voici un peu ce qu'il en est de ce qu'on a remarqué contexte Côte d'Ivoire. Alors, nous allons faire donc un sondage pour avoir un peu les points de vue sur les enjeux et les freins, pardon, et les avantages que vous percevez au niveau du cloud. Donc, cela va vous permettre donc de donner un peu votre avis sur cet aspect-là. OK, donc si vous regardez sur votre écran, vous avez un sondage donc qui vient donc d'être lancé. Vous choisissez l'option la plus importante. Donc, quel est l'enjeu principal qui vous motive à utiliser le cloud? Vous avez donc 4 choix. Utilisez le choix qui prime le plus pour vous. Si vous avez un choix à faire, quel serait ce choix-là que vous ferez? Je vous laisse donc 1 à 2 minutes pour y réfléchir et pour répondre selon votre avis. Quel est l'enjeu principal qui vous motiverait à utiliser le cloud? OK, je pense que on va passer donc à l'étape suivante. Pour ceux qui y réfléchissent encore, finalisez votre choix et nous allons passer donc à la visualisation donc des résultats. Et donc vous pouvez voir, la flexibilité SI est à 53%, la mobilité est à 47%. Aucun choix pour la réduction des coûts, aucun choix pour la sécurité des données. Donc, c'est un sondage basé sur donc, les gens qui sont dans le webinaire actuellement, mais ça vous donne une idée un peu de l'avis des gens, de chacun par rapport à cet aspect. Nous passons donc à la deuxième question. Vous pouvez cliquer sur le X qui est à droite donc de ce sondage. On passe donc au deuxième sondage. Et donc, de la même manière, quelle est votre appréhension principale à opter pour le cloud? Même chose, on va passer 2 minutes. Vous avez 4 options. Fiabilité de la connexion Internet, coût du cloud, sécurité des données, manque de compétences. Alors, pendant que vous finissez ça, juste pour vous dire où on en est, après ça, nous passons à une démonstration pour lancer un serveur cloud qui va permettre donc à chacun de voir la simplicité, la rapidité, l'agilité à mettre en place un serveur dans le cloud. Donc, c'est pour dire à tous ceux qui sont en train de finir le sondage, nous avons fini avec la présentation, nous passons en mode démonstration. Pour certains, peut-être que c'est le moment qu'ils attendaient. Alors, je vous demande donc de patienter 1 à 2 minutes. Nous allons passer donc en mode démonstration. OK, sur ce, pour ceux qui sont encore en train d'y réfléchir, je vous demanderai donc de finaliser votre choix avant que nous passions donc à l'échange en termes des réponses qui en sont sorties. OK, nous passons donc à l'affichage donc des résultats. Alors là, par contre, nous voyons qu'il y a un peu de divergence. Le coût du cloud
est le choix qui est à 31%. Nous avons ensuite, pratiquement, bon, ça évolue encore, il y a quelques-uns qui s'ajoutent. On dirait que la fiabilité de la connexion Internet et le coût du cloud et la sécurité des données sont les trois qui sont plus ou moins à pourcentage égal. Voilà. Et donc, voici un peu ce que nous avons. Le manque de compétences est en deçà comparé donc à ces trois éléments-là. Une fois de plus, c'est un échantillon qui est la session du webinaire, mais ça vous donne une idée un peu de ce que les gens ont comme appréhension. Alors, nous passons donc au mot démo. Vous pouvez donc cliquer sur le X pour enlever le résultat du sondage. Et donc, nous passons donc à la démonstration. Alors, pour mettre en avant donc cet environnement cloud, nous avons besoin donc d'avoir une architecture de base. Et pour cela, nous avons certains outils dans l'environnement Google Cloud. En l'occurrence, le serveur VM, qui est une instance qui vous permet donc de lancer un serveur. Vous avez la base de données SQL, qui vous permet donc de lancer une base de données. Et puis, vous avez donc l'élément de stockage. Aujourd'hui, dans la démo, nous allons nous focaliser sur le lancement d'une instance du serveur VM. Alors, réellement, avant de se lancer dans la mise en place donc de l'environnement cloud, il y a une architecture qui est créée. Et donc, vous avez un exemple ici d'une conception architecture de l'infrastructure cloud dans l'environnement Google Cloud Platform. Sans rentrer dans les détails, c'est le sujet donc d'un autre cours en termes de formation, en termes donc d'architecture cloud, mais ça vous donne une idée des différents éléments qui rentrent dans la construction en fait de l'architecture d'un système cloud pour l'utilisation. Les outils utilisés, donc on a parlé donc des VM, qui est le Compute Engine de Google Cloud. Vous avez l'aspect stockage et base de données, l'aspect réseau, l'aspect sécurité et identité, l'aspect intelligence artificielle, la big data. Vous avez également l'élément de gestion et de surveillance. Vous avez l'aspect IoT, Internet of Things, et puis vous avez les éléments de transfert de données. Tous ces outils sont dans l'environnement Google Cloud. Sur ce, passons en mode démo pour voir concrètement ce qu'il en est. Alors, pour démarrer, donc, nous accédons à la console Google Cloud en se connectant. Cet environnement est totalement dématérialisé, donc c'est une connexion Internet, donc en se connectant donc à notre compte. Comme vous pouvez le voir ici en haut à droite, donc vous avez le compte utilisé pour se connecter. À partir de là, donc, vous pouvez démarrer avec un projet. Vous pouvez créer donc un nouveau projet en définissant un certain nom pour le projet. Nous n'allons pas le faire là ici pour gagner du temps. On a déjà créé un projet, on va l'utiliser comme environnement pour lancer donc le serveur. Donc, je repars en arrière sur la page d'accueil et je me lance donc dans un des projets qui existent déjà. À partir de ce moment, je peux maintenant décider de lancer un serveur. Donc, dans le menu de gauche en haut, vous avez donc 3 petites barres, vous lancez et vous pouvez accéder à tous les services et les outils requis. Donc, dans la section calcul, c'est tout ce qui est de traitement, donc tout ce qui est de processeur, tout ce qui est de serveur, d'ordinateur et de traitement, comme j'ai dit. Voilà. Et donc, nous cherchons donc le Compute Engine. Vous avez plein d'autres choix. Je ne rentre pas dans les détails des autres, mais pour la démo, focalisons-nous sur le Compute Engine. À partir de là, donc, vous pouvez démarrer une instance de VM. VM, comme on l'a vu déjà, c'est Virtual Machine qui définit donc une instance de serveur. Donc, je lance donc l'environnement VM. À partir de là, donc, ça me donne les VM qui ont déjà été créés. Donc, nous allons donc créer une instance VM. Et donc, pour cela, nous allons cliquer sur le plus ici pour créer donc une nouvelle instance VM.
Donc, le nom de l'instance, vous pouvez décider du choix que vous voulez. Mais pour l'instant, je vais laisser donc ce qui est là, le libellé, c'est facultatif. Donc, vous devez choisir maintenant une région dans laquelle le centre où le centre de données est localisé. Alors, vous avez des choix en fonction donc de différents continents. Une chose à garder en tête, vous avez ce qu'on appelle le temps de latence. Le temps de latence, c'est le temps que ça met pour les données pour quitter d'où vous êtes, d'où la requête est lancée, arriver au point de destination qui est le centre de données, le data center, et retourner vers vous pour vous permettre donc de voir les données. Ce temps de latence-là, à ne pas confondre avec le débit Internet, qui est le débit de votre connexion Internet. Ce sont deux choses différentes. En général, une bonne moyenne de temps de latence tourne autour de 50 millisecondes, voire un maximum de 100 millisecondes. Vous avez, dans certains cas, où vous êtes très proche du centre de données, vous pouvez atteindre 10 millisecondes ou 5 millisecondes. Tandis que le débit, qui est en kilobits per second, kilooctets par seconde, ou mégaoctets par seconde, ou gigaoctets par seconde, vous atteste en fait de la quantité de données qui se déplacent. Donc, c'est plus un élément de vitesse. Voilà. Donc, quand vous avez un grand temps de latence, ça crée un retard, si vous voulez, de réponse. Alors que quand vous avez un faible débit, les données prennent du temps pour arriver. Souvent, ces deux éléments sont confondus, mais à faire attention à ne pas les confondre. Du coup, vous cherchez un data center qui est proche, le plus proche. Donc, du coup, l'Europe est le plus proche. Je vais prendre donc dans ce cas Londres. Et donc, Londres, nous avons donc le centre de données de Londres. Nous pouvons définir la zone de Londres, mais peu importe pour l'instant. Il y a des spécificités que je ne vais pas couvrir là dans cette formation. À partir de là, vous avez le choix des serveurs. Si vous êtes intéressé par de gros serveurs en termes de capacité de traitement, donc vous avez par exemple ici 60 processeurs qui travaillent ensemble, donc 60 cœurs et 240 gigaoctets de mémoire RAM. Ici, si vous choisissez où vous voulez optimiser pour la mémoire, vous vous retrouvez ici avec 160 cœurs, mais 3,75 téraoctets de mémoire RAM. Alors, je lancerai un défi à qui que ce soit ici à Abidjan, dans ce contexte où nous avons donc ce webinaire, pour lancer un serveur directement à partir de l'aspect physique, avec ces caractéristiques-là, en quelques minutes. Vous allez vous rendre compte que c'est pratiquement impossible, mais nous allons le faire ici. On ne va pas prendre la grande capacité, vous pouvez le faire à tout moment. Pour la démo, on prendra une plus petite capacité. Donc, on va se focaliser sur l'usage général. Et donc, vous avez le choix de plusieurs serveurs, types de serveurs. Tout dépend de la génération du processeur. La première génération processeur Intel qui s'appelle Skylake, ou si vous voulez, la deuxième génération qui s'appelle Cascade Lake. La différence entre les générations, c'est plus au niveau des caractéristiques du microprocesseur. Très souvent, pour la plupart des applications, ce n'est pas hyper critique, mais pour d'autres, ça l'est. Donc, du coup, vous pouvez choisir une génération plus récente de processeurs si le besoin se présente. Donc, nous allons partir sur la version N1. À partir de là, donc, nous pouvons décider, vous voyez ici, que nous pouvons choisir maintenant le nombre de cœurs que nous voulons. Vous avez les choix de haute capacité mémoire, vous avez le choix de haute capacité de processeur, mais pour cette démo, nous allons rester donc dans la version standard. Je peux aller jusqu'à 96 processeurs dans la version standard. Bon, pour la démonstration, nous allons prendre un exemple de 4 cœurs, ou voire même 8 cœurs, avec 30 gigaoctets de mémoire RAM. Donc, c'est le choix que nous avons fait là. Ces choix-là qui sont là sont préconçus, mais vous pouvez customiser votre processeur, votre environnement, pardon, selon les caractéristiques que vous voulez au niveau du cœur et au niveau de la mémoire RAM. En ce qui concerne le GPU, c'est en fait une unité de traitement graphique, donc GPU, Graphic Processing Unit. Dans notre cas, on ne va pas s'en occuper, mais si vous êtes une entreprise qui est dans le domaine, par exemple, graphique,
où vous traitez énormément de données, de vidéos et autres, vous avez besoin de plus de traitement, de vitesse de traitement, de capacité RAM, vous pouvez, ou de traitement pardon, graphique, vous pouvez utiliser donc des GPU. Voilà. Donc, nous n'allons pas le faire là pour la démo. Ensuite, nous passons à l'étape suivante, qui est de définir le type de système opérationnel que nous voulons installer. Voilà. Alors, donc, ça vient donc avec le cloud peut être lancé, la version VM cloud peut être lancée avec un système opérationnel préinstallé. Donc, vous ouvrez donc la liste et vous voyez que vous avez les systèmes opérationnels Linux, vous avez toutes les versions de Linux, vous avez des versions Windows Server avec SQL installées, et puis vous avez la version basique, quand je dis basique, c'est-à-dire Windows Server sans la base de données SQL. Donc j'ouvre donc l'option Windows Server et du coup, après avoir sélectionné cette option, j'ai plusieurs choix de versions de système opérationnel. Donc je regarde et je prends le choix qui m'arrange. Juste pour la démo, je vais prendre par exemple le processeur, le système opérationnel 2019. OK, et c'est ce que nous allons utiliser donc pour la démo. Voilà, et ensuite, je peux donc choisir le disque associé, qui est un disque persistant. La définition de persistant, c'est que si le serveur s'éteint, les données sont effacées, mais vous avez le choix de donner mémoire après. Dans ce cas, je mets par exemple 200 gigas et je continue. À partir de ce moment-là, je me retrouve donc avec le choix de plusieurs éléments au niveau sécurité, mais ça, ce sera l'occasion d'une autre formation. Vous pouvez choisir le type de pare-feu par rapport à autoriser connexion HTTP ou HTTPS. Si vous n'autorisez pas ce genre de connexion-là, vous avez votre environnement, ce qu'on appelle un environnement privé, qui n'est pas exposé à l'Internet. Ça veut dire que vous gérez votre environnement sans pour autant permettre une connexion Internet de l'extérieur. C'est un aspect sécuritaire qui permet donc de boucler, de verrouiller l'environnement au grand public afin que ce ne soit que vous, avec l'adresse IP que vous avez, qui ne pouvez vous connecter. Donc, dans ce cas d'exemple, on va considérer que nous permettons l'accès HTTP externe. Si, par exemple, vous avez des clients externes qui se connectent à ce serveur pour des applications données, vous autorisez cela. Vous pouvez maintenant choisir le type de connexion IP que vous voulez. Vous pouvez décider, par exemple, que vous voulez une connexion IP qui est fixe ou une connexion IP qui est dynamique et qui change donc périodiquement. Donc, on lance donc la création de l'instance et donc c'est le temps que ça prend. Si vous regardez, je viens de lancer, on va voir combien de temps ça va prendre pour que le serveur démarre. Alors, on est ensemble, on se rend compte que ça a pris à peine 20 secondes ou 15 secondes. Voici l'instance 2, c'est comme ça que nous l'avons nommé, donc du serveur qui vient d'être lancé. Voici l'adresse IP qui est une adresse interne au réseau Google. Ce n'est pas une adresse IP externe. Voilà. Et donc, pardon, l'adresse externe est ici et vous avez l'adresse interne qui est là. Donc, si vous voulez une connexion externe, vous utilisez l'adresse externe et voici donc la connexion IP interne. Donc, à l'intérieur de votre serveur, vous pouvez vous connecter à d'autres serveurs, mais tout est géré en interne. Il n'y a pas d'accès externe. Si vous verrouillez donc cette adresse IP afin que personne n'accède de l'extérieur. Mais nous avons autorisé ça ici. Une fois ceci est fait, vous créez maintenant une connexion RDP. Alors, cette connexion RDP vous permet d'accéder justement à votre serveur à distance. Sinon, le serveur est là, il est lancé, on a besoin d'y accéder justement pour installer peut-être des applications, pour installer une base de données et ainsi de suite. Donc, du coup, nous créons donc un mot de passe. OK. Alors, donc, à partir de ce moment, donc, la connexion s'établit. Nous mettons le mot de passe et puis nous nous connectons. À partir de là, donc, nous rentrons dans l'environnement du serveur Windows que nous venons de lancer.
Donc, le nom d'utilisateur est là. Le mot de passe a été utilisé pour se connecter en mode RDP. RDP qui veut dire remote desktop. Et donc, le serveur est en train d'être lancé. De la même manière que si vous aviez un serveur physique que vous veniez d'installer, vous êtes dans l'environnement donc serveur. Je ne rentre pas dans le paramétrage du serveur. Ce sont des choses que peut-être pour certains de vous, vous avez l'habitude de le faire. Mais c'est pour vous dire que l'environnement n'est pas du tout différent de ce que vous avez l'habitude de voir sur un serveur physique. En réalité, c'est comme si c'était un serveur physique, mais qui est dématérialisé et vous avez accès à distance directement par une connexion RDP. Donc, voici mon environnement. À partir de là, je peux faire tout ce que je veux, accéder au système de gestion du serveur. Je peux accéder au contrôle panel. Donc là, c'est en anglais, mais en fait, c'est le même environnement que si vous aviez dans l'environnement français, en fait. Comme j'ai voulu dans l'environnement anglais également. Donc, vous avez tout est en anglais ici. J'aurais pu le mettre en version française. Voilà. Donc, du coup, voici donc le serveur qui est lancé. Alors, une petite caractéristique. Là, je ne sais pas si le serveur est paramétré pour ouvrir. Non, il n'est pas paramétré pour ouvrir l'accès Internet. Mais réellement, vous pouvez le paramétrer pour ouvrir l'accès Internet. Comme c'est un serveur tout nouveau, tout beau, il y a des paramétrages à faire dans le serveur pour permettre tous les accès nécessaires selon votre application ou votre système. Mais le point que je voulais faire, c'est que quand vous êtes dans des serveurs qui sont dans l'environnement cloud, ces serveurs peuvent communiquer à une vitesse réseau, ou qu'on peut appeler vitesse Internet, de l'ordre de 10 gigas octets par seconde. Pour vous faire une analogie, vous avez peut-être de la fibre qui est de l'ordre peut-être de 100 mégas octets par seconde, donc c'est 1000 fois plus rapide. Du coup, si vous avez des applications, par exemple SQL, que vous devez installer en téléchargeant, vous ne les téléchargez pas depuis votre ordinateur et votre connexion. Vous les téléchargez depuis la connexion en interne au réseau Google, qui se passe à 10 gigas octets par seconde. Donc, du coup, pour mettre en place des applications, vous gagnez en temps, vous gagnez en efficacité, au lieu de le faire sur un serveur local qui utilise votre connexion locale pour le faire. La seule connexion locale que nous avons utilisée, c'est pour pouvoir se connecter au serveur. Sinon, à partir de là, tout peut se faire en local, directement dans le cloud, directement sur le serveur. Alors, je vais me déconnecter donc de ce serveur. Voilà. Et donc, je rentre ici et je me déconnecte. Exactement comme si vous aviez un serveur physique. Voilà. Donc, cela donne un peu la démonstration de l'accès à un serveur. Je vais maintenant prendre un serveur qui a déjà été lancé. OK? Vous voyez ce serveur-là. D'abord, je vais arrêter le serveur qu'on vient de lancer. Vous voyez là l'élément vert. Vous dit que ce serveur est en exécution. Il est en train de tourner. Alors, si je veux l'arrêter, vous allez voir combien de temps ça prend pour arrêter ce serveur. Donc, voilà, j'ai lancé. Alors, on est là en ensemble et on regarde à quel moment ce serveur va s'arrêter. Vous allez voir que le bouton vert va changer de couleur et ça va vous permettre de voir qu'effectivement, le serveur a été arrêté. Donc, il continue et vous pouvez le voir ici par cette icône qui tourne, qui vous dit donc qu'il est en train de traiter votre requête en termes d'arrêt. Vous vous rendez compte que c'est plus rapide de démarrer un serveur que de l'arrêter. Parce qu'au niveau de l'arrêt, il faut faire en sorte que chacune des applications s'arrête de manière synchronisée afin de pouvoir le redémarrer après de manière uniforme. OK, alors pendant que l'arrêt est en train de se passer, ouais, alors je pense que je l'ai fait. Nous passons maintenant au deuxième serveur qui est là. Ah, ben je ne l'avais pas fait, voilà. Donc, je viens de le lancer là. Je ne sais pas, je n'avais peut-être pas cliqué. Donc, je viens de lancer donc l'arrêt du serveur. Et donc, vous voyez qu'il est en train de traiter donc l'arrêt du serveur et nous allons voir donc quand est-ce qu'il va finir. Vous avez un autre serveur qui était déjà lancé, ok, et je vais me connecter sur ce serveur déjà existant en cliquant sur RDP. Voilà, et c'est le même principe. Là, par exemple, j'ai un autre compte sur ce serveur et je vais donc me connecter.
OK. Et donc là, donc le serveur qui existait déjà s'ouvre. Vous vous rendez compte que c'est un serveur dans lequel il y a des éléments qui étaient déjà installés. Par exemple, là, vous avez PostgreSQL SQL, qui est une version SQL open source, qui a été déjà préinstallée. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un serveur qui tourne et qui existe déjà, auquel vous pouvez avoir accès et puis, bon, faire un peu tout ce que vous voulez là-dessus, quoi. Donc, du coup, vous avez accès à tous les éléments de ce serveur, y compris toutes les applications que vous avez installées. Et donc, le serveur tourne avec vos applications comme si c'était des applications qui étaient localement dans vos locaux. Et les utilisateurs se connectent donc justement à vos applications par l'Internet. Donc, ça veut dire que l'application que vous installez devra avoir une option web qui permet donc l'accès web. Et une fois que le web server ou le serveur web est mis en place, vous avez donc l'accès à distance. Et donc, vous avez la mobilité d'accès à distance, étant donné que votre serveur est dans le cloud. Donc, voici un peu la démonstration de celui-là, qui est un serveur qui existait déjà. Nous allons donc nous déconnecter. OK. Et finalement, nous allons faire une dernière démonstration, qui est une démonstration, en fait, de logiciels qui sont dans le cloud, que vous n'avez pas besoin d'installer, vous n'avez pas besoin d'utiliser le serveur. En attendant, vous voyez que le serveur instance 2 s'est arrêté. OK. Et le serveur, donc, que nous venons de voir, est toujours en activité. Voilà. Et donc, nous passons donc à la démonstration maintenant des outils dématérialisés. Voilà. Donc, quand vous regardez, je prends donc moi dans notre environnement, nous sommes dans Gmail. Voici donc plein d'applications que nous utilisons. Ces applications sont dans le cloud, ce qui veut dire que ça ne tourne pas sur des serveurs que nous avons. Ce sont des serveurs totalement gérés par le fournisseur. Nous nous connectons à l'application et nous lançons l'application tout simplement. C'est aussi simple que Gmail. Pour Gmail, vous n'avez pas besoin de serveur, vous n'avez pas besoin d'installation, vous vous connectez et vous utilisez l'application. C'est le même principe. Vous regardez par exemple l'exemple d'une application de gestion commerciale. Cette application est totalement dématérialisée. Vous vous connectez et vous utilisez l'application sans avoir à faire aucune installation que ce soit. Donc là, l'application est en train de se lancer. Et donc, nous allons donc voir un peu voilà, l'environnement de gestion commerciale. Okay. Voilà, cela complète donc l'aspect démonstration. Alors, sur ce, nous passons aux questions-réponses. Alors, est-ce que nous avons des questions? Oui, nous avons des questions. Alors, j'écoute. Donc, la première question, selon le schéma cloud computing, j'aimerais savoir si nous sommes obligés de développer des applications. Alors, la réponse à cette question est dans le contexte des 3 types de services cloud. Vous avez le contexte SaaS, Software as a Service. Je peux repartir même sur la présentation pour décrire de quoi il s'agit pour répondre à cette question-là. Alors, voici un peu la réponse à la question. Toutes les applications à ce niveau-là, vous installez des applications que vous avez l'habitude d'installer sur vos serveurs ou vos ordinateurs en physique. Donc, quand vous optez pour l'option IaaS, Infrastructure as a Service, ce que j'ai démontré avec Google Cloud Platform, vous avez un serveur ou un ordinateur comme si vous étiez là physiquement devant vous. Okay? Malheureusement, l'étape de démonstration de cet élément-là, c'est mal passé, mais c'est là que vous installez ce que vous avez l'habitude d'installer là. Si vous achetez Word, vous installez Word. Si vous achetez Sage, vous installez Sage. Mais vous l'installez sur le cloud. Et l'utilisation se passe à distance par une connexion Internet. Donc, c'est le premier volet de la réponse. Deuxième volet de la réponse, vous avez des applications toutes faites où vous n'installez rien. C'est l'option SaaS, Software as a Service. Ça veut dire quoi? Vous ne vous rendez pas compte que ces solutions existent déjà en fait. J'ai pris l'exemple de Zoom et Gmail, mais vous avez également Sage, si vous gérez la comptabilité, qui est disponible en version cloud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, vous payez par utilisateur. Donc, aucune installation,
OK hard, vous n'avez pas besoin de serveur, vous ne faites même pas ce que je viens de faire dans Google Cloud. Vous faites la dernière étape que je vous ai montrée, vous lancez l'application directement. Ce n'est pas installé. C'est juste une connexion. Vous avez un compte, vous vous connectez et vous avez tout le sage de la même manière que vous avez aujourd'hui. Mais vous n'avez installé aucune application. Tout ce qui s'est passé au niveau de l'entreprise qui donne l'application SaaS, il y a eu ce qu'on appelle une, comment on va dire ça même, provisionnement. Je ne sais pas si ça se dit, ça c'est un terme anglais. Il y a eu un lancement, il y a eu une mise en place, si vous voulez, au niveau de la société. Cette mise en place-là prend 10 minutes. En 10 minutes, on vous crée un compte. Ça prend le temps que ça prend pour créer un Gmail. Mais une fois que l'application est ouverte, maintenant vous devez la configurer par rapport à vos besoins, en fonction de ce que vous voulez faire. Mais vous ne gérez plus l'aspect installation ou l'aspect serveur. Vous ne gérez plus tout ça. Donc, c'est un choix que vous devez faire. Est-ce que vous voulez avoir le hard, qui est le hardware, les équipements, et vous-même vous installez les applications que vous avez achetées, ou est-ce que vous voulez que tout soit fait pour vous? C'est le choix que vous avez. Le dernier choix, c'est est-ce que vous voulez développer des applications? C'est le choix du milieu qu'on appelle plateforme. Voilà. Vous pouvez toujours développer des applications au niveau des serveurs ici, mais l'environnement de développement doit être installé, vous devez le paramétrer, et ainsi de suite. Au niveau PaaS, Platform as a Service, c'est fait pour vous. Vous venez vous développer, vous êtes parti. Donc, vous avez 3 choix. C'est à vous de décider quel est le choix qui est le plus adapté à vos besoins. Question suivante. OK, la question suivante. Quelle sécurité disposons-nous réellement dans le cloud? Je n'ai pas compris. De quelle sécurité disposons-nous réellement dans le cloud? Ah, de quelle sécurité disposons-nous réellement dans le cloud? 2 secondes, hein? Voilà. De quelle sécurité réellement disposons-nous dans le cloud? Vous disposez réellement des sécurités d'experts, c'est-à-dire réaliser un peu une chose. Hein? C'est un peu comme une banque. Quand vous prenez votre maison et vous prenez votre argent, vous le mettez sous votre matelas dans votre maison. Et vous prenez une banque. Regardez l'aspect sécuritaire qui existe dans une banque par rapport à une maison. Donc, forcément, le degré de sécurité est plus élevé. Mais alors, quels sont ces éléments de sécurité-là? Vous avez, dans un premier temps, un élément, je n'ai pas, comme je dis, ce n'est pas un contexte sécurité cloud ici. Il y a ce qu'on appelle un cours cybersécurité cloud. Mais vous avez d'abord la première sécurité qui est l'accès aux locaux où les data centers sont. Vous avez ce qu'on appelle 4 niveaux de sécurité en termes d'accès physique. Donc, il y a un niveau sécuritaire physique. Vous avez un niveau de sécuritaire d'accès d'intrusion, c'est-à-dire que si quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, réussit à trouver une défaillance et rentre dans le système cloud, le système est isolé. Pourquoi? Parce qu'en fait, les données sont répercutées sur plusieurs serveurs. Donc, souvent, on dit, ah, mais et si quelque chose se passe dans un centre de données? Il n'y a pas de problème parce que les données sont répercutées dans plusieurs serveurs. Troisième élément, c'est l'élément de dispersion. Vos données que vous avez là, vous pensez que toutes les données là sont dans un seul endroit? Non. Supposez que vous avez 1 million de données ou 1000 données ou 10 données. Vous avez peut-être 4 de ces données dans un data center. Vous avez 4 de ces données dans un autre data center. Quand vous paramétrez et vous configurez l'architecture, vous pouvez décider de mettre des serveurs dans plusieurs régions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos données, en fait, sont démultipliées. Ce qui fait que quand les données reviennent pour vous être présentées devant votre écran, ces données sont récupérées de plusieurs serveurs, de plusieurs centres de données qui ne sont pas forcément le même centre de données. Du coup, même s'il y a une intrusion, l'accès est très limité, si jamais c'est le cas. OK. Dernier élément, c'est ce qu'on appelle la sécurité comment on appelle ça, de zonage. Ça veut dire quoi? Quand vous rentrez là, voilà l'exemple ici, j'ai ça que je présente. Voilà. L'intrusion est localisée. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rentrer sur toute la plateforme et avoir accès à tout d'un coup. Si aujourd'hui, vous avez une architecture serveur en physique, pour une petite entreprise, vous avez un seul serveur.
Si je rentre dans ce serveur, vous êtes mort, bah, j'ai accès à tout. Dans le cadre cloud, tout est zoné. Ça veut dire que si je verrouille ici, là, je dématérialise tout sur ce serveur-là, tout tourne, cet aspect est bloqué. Donc, je limite ce qu'on appelle les risques. Donc, c'est ce que j'appelle les 4 niveaux, en fait, sécuritaires. Une fois de plus, pour rentrer dans ces détails-là, ce serait difficile. Monsieur Doumbia, gardez le contact de cette personne ou même à tout le monde. On va envoyer une page de slide à tout le monde pour qu'il vous ait un peu un aspect sécuritaire au niveau donc du cloud. OK. Une question qui revient beaucoup, c'est un point d'appréhension qui est sorti des questions du sondage. Et tant qu'on n'éclaircit pas cet aspect-là, il y aura toujours un blocage. Donc, on va faire un suivi par email avec cette information. Question suivante. Question suivante. Est-ce que nous payons les licences Windows Server Office 365? Est-ce que nous payons les licences Windows Server Office 365? Non, vous ne payez pas des licences Windows Server. Quand vous optez pour Office 365, vous payez à l'usage. Qu'est-ce que j'entends par payer à l'usage? Vous avez 3 packs. C'est comme les packs de data de Orange ou de MTN. En fonction des fonctionnalités que vous voulez, vous avez des packs. Donc, première décision à prendre, quel est le pack que vous voulez? Vous avez un pack entreprise qui a des éléments de fonction ou de fonctionnalités qui sont plus pour les grandes entreprises. Vous avez un pack petite entreprise, vous avez un pack moyenne entreprise et ainsi de suite. C'est la même chose hein, pour Google. Avec Google Workspace, vous avez les 3 packs. Une fois que vous avez pris ce choix-là, évidemment, les prix varient selon le pack. Deuxième choix à faire, combien d'utilisateurs vous avez? Combien de personnes vont se connecter dans votre équipe? J'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4. Si vous avez 4, vous payez pour 4. Si demain vous avez 10, vous augmentez. C'est comme CIE, vous payez ce que vous consommez. Il n'y a pas de Windows Server parce que Office 365 est en mode SaaS, Software as a Service. Du coup, il n'y a pas de Windows Server à gérer. C'est comme Gmail. J'utilise Gmail parce que c'est gratuit, c'est communément utilisé. Nous mettons en avant la version payante. Mais vous ne gérez rien, mais absolument rien. Une fois que c'est paramétré à l'arrière, bon, quand je dis absolument rien, il y a du paramétrage à faire. Si vous êtes une entreprise, une grande entreprise, vous avez ce qu'on appelle Active Directory à mettre en place et ainsi de suite. Mais une fois que c'est fait, vous vous connectez et directement, vous êtes sur Office 365. C'est un peu ce que je fais là, hein, rapidement, pour démontrer cela avec l'environnement Google. Si vous voyez mon écran, je vais démarrer tout de suite un traitement de texte. Voilà, je lance ça, j'ai un traitement de texte. Voilà un document que j'ai. Cette application que j'ai là n'a pas été installée. Je peux aller sur n'importe quel ordinateur, me connecter et puis je travaille. C'est un peu ça, hein, l'avantage que vous avez avec des applications en mode cloud. Aucune installation, aucun Windows Server. Question suivante. Je n'entends pas votre micro, excusez-moi. Qu'en est-il de l'aspect RPGD? Par exemple, certains régulateurs interdisent que les données ne sortent de la zone UEMOA. D'accord. Donc, pour répondre donc à cette question, RPGD, c'est une régulation qui a été émise par l'Union européenne en ce qui concerne la confidentialité des données, ok, et la vie privée. Alors, c'est tout à fait une inquiétude qui est correcte. Les serveurs sont dans le monde entier. Je n'ai pas fait sortir, je vais inclure ça dans les emails, la carte qui vous donne un peu la localisation des serveurs. Donc, du coup, vous avez des serveurs qui sont en Europe. Les données, alors ça aussi, c'est difficile à matérialiser, mais essayez de me suivre. Les données, en fait, si vous êtes dans un contexte RGDP, les données sont automatiquement mises dans des serveurs qui sont localisés en Europe. Donc, quand vous lancez votre serveur, vous avez 2 options. Vous pouvez décider d'être dans le contexte RGDP, ce qui fait que vous n'avez pas d'option de mettre des serveurs dans d'autres zones, telles que l'Europe, telles que les États-Unis,
l'Amérique et puis l'Asie, par exemple, ou même l'Afrique. À partir de ce moment-là, toutes les données sont localisées dans la zone de la CE. Deuxième aspect, toutes les règles qui ont été établies par le RPGD sont respectées par les 3 gros fournisseurs de cloud. Donc, ce qui veut dire que l'élément sécuritaire et confidentialité qu'on va vous envoyer par email là, va vous montrer un peu que ces 3 géants-là, particulièrement, respectent tous les aspects du RGDP en termes donc de satisfaction des régulateurs en ce qui concerne donc la confidentialité des données. Question suivante. C'était la dernière question. Voilà. Donc, pour résumer, nous allons faire un suivi avec donc, dans vos emails qui vont vous donner l'aspect sécurité, l'aspect RGDP. Je pense que ces 2 aspects-là sont les éléments les plus qui posent les plus d'inquiétudes ou pour lesquels les gens ont besoin de beaucoup plus d'informations. Et donc, on va faire un suivi à ce niveau. Sur ce, merci pour votre participation. Toutes mes excuses pour le petit désagrément et puis le fait qu'on ait passé l'heure pratiquement de 24 minutes. Cela suppose qu'il y a eu un intérêt super. Et bon, on espère donc vous retrouver à la prochaine formation. Je vous remercie et bon après-midi.